Permettez-moi d'abord de remercier le professeur Corneloup et les professeurs Loquin pour cette invitation d'être parmi vous ce soir. Je suis très contente aussi de revoir les étudiants, de voir tout le monde ici dans la salle. J'ai passé une très bonne semaine ici à l'université de Dijon et je suis très honorée, un peu intimidée, de parler ce soir au Crédimi, un lieu extrêmement connu en matière d'arbitrage. Alors, je vais vous parler d'un sujet, vous avez vu le papier, sur l'autonomie de la volonté des parties quant au contrôle des sentences arbitrales par le juge étatique. Alors, tout le monde sait que l'autonomie de la volonté est vraiment un des principes fondateurs en matière d'arbitrage. Les parties peuvent choisir d'abord de recourir à l'arbitrage. Ils peuvent aussi choisir les arbitres, l'institution arbitrale éventuellement, la procédure, le droit applicable, etc., etc. Donc il y a très peu de règles obligatoires, il y a vraiment un très grand choix, une très grande liberté, très importante, pour les parties. Et ceci est pendant la procédure d'arbitrage. Alors ce que je voudrais regarder et discuter avec vous aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe après la procédure d'arbitrage, c'est-à-dire une fois que la sentence arbitrale soit reconnue. Et là, la question est de savoir est-ce que les parties peuvent aménager le régime de contrôle du juge étatique des sentences arbitrales, aménager soit dans un sens de l'étendre, le contrôle, pour avoir un contrôle plus étendu, plus important, ou éventuellement de restreindre le contrôle, d'avoir un contrôle plus limité. Alors, on sait tout, juste un petit rappel éventuellement pour les étudiants, que le régime de contrôle des sentences arbitrales est double. On a d'un côté le contrôle au moment de la reconnaissance et l'exéquatur des sentences arbitrales, un régime harmonisé parce qu'on a la Convention de New York signée par plus de 150 pays signataires. La possibilité, évidemment, aussi d'avoir un régime plus favorable, tel que c'est le cas en France, avec les articles 1514 et suivants du Code de procédure civile. Ça, c'est d'un côté le régime de reconnaissance et d'exéquatur, et de l'autre côté, il y a le régime de l'autre volet du contrôle des sentences au moment de l'annulation, un possible recours en annulation de la sentence. Et là, le régime n'est pas harmonisé, il n'y a pas de convention semblable et les cas d'ouverture sont celles de chaque droit national. Alors, je vais surtout parler du contrôle du juge étatique au moment de l'annulation, mais je vais peut-être aussi dire quelques mots de temps en temps sur celui des reconnaissances et l'exéquatur, mais peut-être on pourra en revenir pendant la discussion, ça m'intéresserait. Alors je vais procéder, tradition française oblige, en deux temps. Je vais parler dans un premier temps des situations dans lesquelles les parties souhaitent restreindre et limiter le contrôle étatique des sentences, et puis dans un second temps, de l'hypothèse inverse, c'est-à-dire les situations où les parties cherchent à avoir un contrôle plus étendu. Alors, d'abord, sur la restriction du contrôle du juge étatique d'une sentence arbitrale, et ici je voudrais bien voir 3 points. Le premier point, les pays où on peut avoir une renonciation complète et entière du recours en annulation. Deuxièmement, les pays où on peut seulement limiter un tel recours. Et puis finir par quelques considérations et réflexions générales sur tous ces mécanismes de restriction de contrôle des sentences arbitrales au moment de l'annulation. Alors, premier point, donc sur les pays où on peut avoir une renonciation et renoncer entièrement au recours d'annulation. Évidemment, il faut citer en premier lieu la France, où un tel renoncement express est possible à tout moment, selon l'article 1522, y inclus en avant, c'est-à-dire dans la convention d'arbitrage. Les parties peuvent renoncer à tout recours dans la clause d'arbitrage. La France n'est pas seule, il y a d'autres pays où on peut faire quelque chose de similaire, notamment en Belgique, au Pérou,
en Russie, en Suède, en Suisse, en Tunisie, pour juste nommer quelques pays. Il y a toutefois des différences importantes en ce qui concerne ces régimes de renonciation de recours, et il y a notamment une différence sur laquelle je vais revenir, et c'est celle de savoir si cette possibilité de renonciation est possible pour toutes les parties ou juste pour certaines. Alors en France, la renonciation est ouverte à toutes les parties, mais ce n'est pas le cas dans les autres pays que je viens de nommer, de lister. En fait, dans ces pays-là, la renonciation n'est possible que si les parties n'ont pas de lien avec le fort. Par exemple, en Suisse, l'article 192.1 de la loi suisse sur le droit international privé prévoit que la renonciation n'est possible que si, je cite, les deux parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni établissement en Suisse. Et on se demande un peu pourquoi une telle limitation aux parties qui n'ont aucun lien avec la Suisse. Parce qu'après tout, si on accepte une renonciation complète des voies de recours en matière d'annulation, pourquoi le limiter seulement aux parties étrangères et ne pas ouvrir cette faculté aussi aux parties suisses? J'aimerais bien entendre vos remarques et vos idées à ce sujet. On a un peu l'impression que l'État, la Suisse en l'occurrence, a envie de protéger d'une certaine manière le contrôle des sentences arbitrales s'il y a un lien avec le fort, à travers le domicile ou la résidence habituelle ou l'établissement d'une partie, pour protéger d'une certaine manière s'il y a encore des intérêts des tiers ou peut-être un intérêt général à protéger. Peut-être on reviendrait sur cette idée. Mais passons désormais sur le deuxième point que je voulais aborder, deuxième sous-point, qui est les pays où on ne peut pas renoncer complètement au recours d'annulation, mais on peut éventuellement avoir une renonciation partielle, renoncer seulement à certains cas d'ouverture. C'est notamment le cas en Angleterre, où le English Arbitration Act désigne précisément les cas d'ouverture qui sont mandatoires, mandatory, obligatoires, c'est-à-dire l'article 67 et 68 de l'acte, et au contraire, les cas d'ouverture qui sont à la disposition des parties, ça c'est l'article 69 de la même loi. Il y a une situation un peu similaire en Allemagne, où là encore il faut distinguer. Et on distingue d'un côté les cas d'ouverture qui sont censés être dans l'intérêt des parties, comme par exemple la validité de la clause d'arbitrage ou la composition du tribunal arbitral. Et ceux-là, on peut y renoncer. Et d'un autre côté, les cas d'ouverture qui sont là pour l'intérêt général ou pour protéger l'intérêt des tiers, comme par exemple la violation d'ordre public ou l'inarbitrabilité, et ceux-là ne sont pas à la disposition des parties. Et encore une fois, peut-être on pourra revenir au bien fondé d'une telle distinction au moment de la discussion. Moi, je voulais faire une dernière remarque par rapport à cette sous-partie qui intéresse le droit français. Puisque en droit français, comme je vous avais dit, on peut renoncer complètement et entièrement au recours d'annulation, mais, et ça c'est relativement curieux, on ne peut pas faire une renonciation partielle, a priori. Donc, par exemple, les parties ne pourront pas dire qu'ils voudront garder l'annulation, mais avoir par exemple, un contrôle de non-violation de l'ordre public. Moi, je trouve ça quand même relativement curieux, parce que qui peut le plus, peut le moins. Une explication possible, et c'est l'explication donnée, c'est que les parties ne peuvent pas dire au juge comment contrôler les sentences arbitrales. Donc, en gros,
si une partie souhaite un contrôle, c'est le contrôle tel qu'il est prévu par le droit français. Et on ne peut pas dire au juge, j'aimerais bien un contrôle, mais faire un contrôle à la carte en choisissant certains principes et pas d'autres, ou certains cas d'ouverture et pas d'autres. Comme je vous ai dit, personnellement, je trouve ça pas très convaincant parce qu'il ne s'agit pas, à mon avis, d'édicter au juge comment contrôler la sentence arbitrale, mais plutôt de choisir quel cas d'ouverture parmi la liste possible. Alors, voilà un peu quelques mécanismes possibles, comment on peut limiter le contrôle des sentences arbitrales. Je voulais, en troisième point, faire quelques réflexions un peu générales, quelques éléments d'appréciation, et en particulier d'aborder la question de savoir si une rénonciation générale et complète du recours d'annulation, en avance, en amont, dans la clause d'arbitrage, avant tout litige existe, peut peut-être aboutir à des situations où l'intérêt général ou l'intérêt des tiers n'est pas suffisamment protégé. Et en particulier, poser la question de savoir si une telle renonciation complète par avance est compatible avec les principes de procès équitable et de droit à l'accès d'un tribunal, notamment en vertu de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et la raison pour laquelle je pose cette question, c'est qu'elle a été posée en fait dans une affaire qui a eu lieu d'abord un arrêt du tribunal fédéral suisse en 2012, et puis à une décision de la Cour européenne des droits de l'homme toute récente, elle date du 24 mars, donc il y a quelques jours, 2016. Alors les faits de cette affaire sont relativement simples. Il y avait un homme d'affaires tunisien qui a conclu un contrat de partenariat industriel et commercial avec une société française. Et il y avait une clause d'arbitrage dans le contrat, avec un siège en Suisse, qui prévoyait de l'arbitrage, et qui disait aussi, et je vous le cite maintenant en anglais, tel que ça a été rédigé dans la clause, The decision of the arbitral tribunal shall be final and binding, and neither party shall have any right to appeal such decision to any court of law. Donc, en gros, qu'aucune des parties n'a un recours possible devant une juridiction étatique. Ça, c'est ma traduction un peu ad hoc. Il y a eu évidemment un litige entre parties, il y a évidemment eu un arbitrage, un tribunal a été constitué. C'est un arbitrage CCI. Le tribunal arbitral rend une sentence contre la partie tunisienne et cette partie, elle est mécontente, et introduit un recours d'annulation devant les tribunaux suisses, lieu du siège du tribunal arbitral. Et elle dit qu'il n'y a pas eu renonciation et à titre subsidiaire que s'il y avait eu renonciation au recours d'annulation, ce serait contraire à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, le tribunal fédéral suisse rend une décision le 4 janvier 2012 et décide, 1, qu'il y a eu bien renonciation du recours, et 2, qu'une telle renonciation n'est pas contraire à la CEDH. Le fait que le tribunal fédéral interprète la clause que je viens de vous donner comme une renonciation expresse au recours d'annulation est vraiment quelque chose de très rare. C'est un des seuls, il n'y en a pas beaucoup, d'arrêts qui en fait prévoient une telle renonciation dans la jurisprudence suisse. Et le tribunal fédéral justifie le fait que cette renonciation, la possibilité de renoncer par avance et de façon complète au recours d'annulation, que ce ne soit pas contraire à la Cour européenne des droits de l'homme, de la manière suivante, et encore une fois je vous le lis, cette fois-ci en français. Comme l'arbitrage est un mode conventionnel de résolution des litiges par les juges privés, les arbitres que les parties peuvent choisir, on ne voit pas, a priori, à quel intérêt public important une telle renonciation anticipée au recours intervenant dans ce cadre procédural, conventionnel,
j'ajoute, serait susceptible de porter atteinte dans le cours ordinaire des choses. Force est ainsi de conclure à la conformité de l'article 192 de la loi fédérale sur le droit international privé avec l'article 6.1 de la CEDH. Donc voilà pour le volet suisse de cette affaire, mais le requérant tunisien ne s'est pas arrêté là et il a porté l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et la Cour a donc rendu son jugement il y a quelques jours. C'est un jugement d'irrecevabilité. Et la Cour rappelle tout d'abord, et de façon assez intéressante, les principes en la matière, en ce qui concerne le procès équitable et les principes généraux suivants. Et encore une fois, je vous cite, pas tout l'arrêt, mais quelques extraits. D'abord, la Cour dit « Ce droit d'accès à un tribunal, selon la Convention européenne des droits de l'homme, n'implique pas nécessairement le droit de pouvoir saisir une juridiction de type classique, c'est-à-dire étatique, intégrée aux structures judiciaires ordinaires du pays. » Et plus loin, elle ajoute « En souscrivant à une clause d'arbitrage, les parties renoncent volontairement à certains droits garantis par la Convention, c'est-à-dire la Convention européenne des droits de l'homme. » Et puis, une fois qu'elle a rappelé ces principes généraux, elle les applique au cas d'espèce et elle conclut, elle décide que l'interprétation du tribunal fédéral suisse, qui était de dire qu'une renonciation complète, que la clause que je vous avais citée était une renonciation complète au recours en vertu du droit suisse, n'était ni arbitraire ni déraisonnable, donc c'était une bonne interprétation, en tout cas une interprétation raisonnable, que le tribunal fédéral suisse pouvait faire. Et deuxièmement, et peut-être de façon plus importante, elle rappelle que même en cas de renonciation, il y a bel et bien un contrôle de la sentence par le juge étatique, même en Suisse, et c'est le cas dans le cadre d'une procédure de reconnaissance et d'exéquature de la même sentence. Donc même si on renonce au recours d'annulation, il y a toujours le contrôle au stade de la reconnaissance et l'exéquature. Et c'est pour cette raison que la Cour européenne des droits de l'homme invoque, à mon avis à juste titre, qu'on n'aboutit pas à des solutions un peu hors contrôle, dans un vacuum où on ne peut pas contrôler la sentence, et que ce n'est pas du tout choquant, et qu'en fait, les intérêts des parties ou des tiers ou l'intérêt général sont bel et bien garantis, même en présence d'une rénonciation. La question que je me pose, et que je vous pose, c'est est-ce que les parties pourraient aller plus loin ? Est-ce que les parties pourraient aussi renoncer, ou au moins limiter, le contrôle par le juge étatique dans le cadre d'une procédure de reconnaissance et d'exéquature d'une sentence? Donc peut-être encore quelque chose auquel on va revenir au moment de la discussion. Je vais donc passer à ma seconde partie, que je vous rassure sera plus courte, et qui concerne l'hypothèse inverse, c'est-à-dire l'hypothèse où les parties souhaitent étendre, d'avoir un contrôle plus large de la sentence par le juge étatique au moment de l'annulation. Et c'est ici maintenant le moment de se tourner vers les États-Unis, où il y a, la Cour suprême a rendu en 2008 un arrêt très commenté, l'arrêt Hall Street contre Mattel, du 25 mars 2008, dans lequel la Cour a décidé que le droit américain d'arbitrage, le Federal Arbitration Act, n'autorisait pas aux parties d'ajouter certains cas d'ouverture de recours en annulation, au motif que ces cas d'ouverture dans le FAA, dans le Federal Arbitration Act, étaient exclusifs. Cet arrêt est, il faut le dire, en matière d'arbitrage domestique, mais il n'y a pas vraiment de doute qu'elle jugera de la même manière en matière d'arbitrage international. Et ce qui est très rare,
et je suis très contente de pouvoir le dire, le droit français et le droit américain vont dans le même sens. Ça n'arrive pas très souvent, mais ceci est donc un point où le droit français va dans le même sens que le droit américain. Il y a quelques arrêts un peu anciens qui prédatent la réforme du droit français de l'arbitrage. Par exemple, Société Bucciarello, j'espère que je le prononce correctement, de la Cour de cassation du 6 avril 1914. 1900... C'est ancien. 1914, oui, c'est très Non, vieux. 1994. Pardon. Toujours un problème avec les chiffres. 1994. 1994. Donc ça prédate de peu la réforme du droit français de l'arbitrage, mais pas autant. Mais a priori, cette solution est maintenue depuis la réforme, et cette solution est donc qui est en gros que la clause qui cherche à étendre le contrôle étatique n'est pas valable. Donc droit français, droit américain vont dans le même sens. Le droit allemand, lui, va dans le sens inverse. Et de façon intéressante, en fait, il y a eu un revirement en 2007. Jusqu'en 2007, tout le monde était d'accord. Et c'est en 2007 que la Bundesgerichtshof dans un arrêt aussi très remarqué, a procédé à un revirement de jurisprudence en 2007 et désormais autorise un contrôle, autorise que les parties se mettent d'accord pour un contrôle étendu de la sentence dans le cadre d'un recours en annulation. Au motif que si les parties peuvent choisir de l'arbitrage, ils peuvent choisir l'arbitrage en y mettant des conditions. Et notamment, une des conditions peut être un contrôle plus étendu par le juge étatique. Et je dois dire que je trouve cette solution plus satisfaisante que la solution française ou américaine. Le problème que je vois avec la jurisprudence française et américaine, c'est que si les parties se mettent d'accord sur l'arbitrage, mais seulement si il y a eu un contrôle étendu par le juge étatique. Par exemple, une révision entière au fond par le juge étatique. Il me paraît difficile de garder le consentement à l'arbitrage et d'enlever la partie extension du contrôle du juge étatique. Parce que d'une certaine manière, ça voudrait dire qu'on mette les parties dans l'arbitrage alors qu'ils n'avaient pas du tout prévu cette situation d'un contrôle seulement limité. Et donc cette solution me paraît relativement difficile à concilier avec l'attente des parties et la prévisibilité des solutions. Alors, voilà, je pense que je vais m'arrêter là. C'est un petit tour d'horizon des différents mécanismes pour aménager le contrôle du régime de contrôle étatique des sentences arbitrales. Le principe d'autonomie de la volonté qui est le leitmotiv en matière d'arbitrage, en tout cas en ce qui concerne la procédure d'arbitrage, s'y retrouve toujours au moment de la phase post-arbitrale, mais quand même avec quelques limitations importantes que j'espère que je vous ai exposées. Et donc je suis très curieuse de voir vos commentaires et je me réjouis déjà de la discussion qu'on va avoir. Merci beaucoup pour votre attention. Le droit comparé de l'arbitrage est une discipline en plein essor. Alors, elle est très utile aux juristes français spécialisés dans l'arbitrage qui ont un peu tendance à croire que le droit de l'arbitrage français est le meilleur du monde et que tout le monde nous l'envie. On s'aperçoit en faisant du droit comparé de l'arbitrage qu'en réalité, il pourrait prendre des exemples étrangers qui me permettraient d'améliorer notre droit. Bon, je vous dis tout de suite, je ne fais pas partie de ces juristes qui surdimensionnent le droit français de l'arbitrage. Et donc, ce droit comparé de l'arbitrage, évidemment, va nous permettre de voir d'abord la relativité des solutions. On dit toujours que le droit de l'arbitrage international s'est uniformisé. Et que finalement, d'un droit à l'autre, c'est à peu près la même chose. Et on met toujours en avant l'influence de la loi type de la CNUSI, qui aurait
un peu rapprocher, sinon unifier, les droits étatiques de l'arbitrage. On s'aperçoit en faisant du droit comparé de l'arbitrage que ce n'est pas tout à fait vrai. Et qu'il y a encore de grandes différences, et les exemples que vous avez développés le montrent très bien. Alors, moi, je voudrais un petit peu réagir sur le droit français, par rapport à ce que vous avez dit, non pas parce que vous l'avez mal présenté, mais pour essayer un peu d'approfondir les raisons qui ont poussé le législateur français, notamment en 2011, à introduire cette fameuse renonciation au recours en annulation. Alors, pendant très longtemps, jusqu'en 2011, on a affirmé en droit français que les voies de recours n'étaient pas disponibles et que la matière était d'ordre public, de telle sorte que les parties ne pouvaient pas modifier le système des voies de recours, même en matière d'arbitrage. Alors, ce n'était pas tout à fait vrai, parce que depuis le Code de procédure civile de 1804, on a toujours admis en droit français interne, dans l'arbitrage interne, que les parties pouvaient renoncer à l'appel dirigé contre la sentence. À l'époque, le droit français prévoyait une voie de recours normale contre la sentence arbitrale, qui était l'appel, deuxième degré de juridiction devant la cour d'appel. Mais la jurisprudence avait admis que les parties pouvaient y renoncer par une clause pouvant figurer dans la clause compromissoire, donc c'était une clause de renonciation anticipée. Et puis en 1981, l'article 1482 avait repris la solution jurisprudentielle en énonçant que la sentence arbitrale est susceptible d'appel, à moins que les parties n'aient renoncé à l'appel. Bon. Donc on avait quand même une dérogation au principe du caractère d'ordre public des voies de recours dirigées contre les sentences, avec cette possibilité, finalement, d'écarter une voie de recours, et pas n'importe laquelle, l'appel. Alors, les choses ont changé entre 1981 et 2011, en raison de, finalement, l'affirmation d'une originalité du droit français de l'arbitrage, qui était que la sentence arbitrale n'est rattachée à aucun ordre juridique. Ce sont les fameux arrêts Ilmarton Putrabali qui énoncent que la sentence est une décision de justice internationale qui n'est pas rattachée à un ordre juridique étatique déterminé. Autrement dit, elle flotte dans les limbes au-dessus de la loi des États et n'est pas rattachée à aucun État, sauf le jour où on veut la faire exécuter dans un État. Voilà. Alors ça, évidemment, cette affirmation proclamée par la Cour de cassation a modifié complètement la vision qu'on pouvait avoir des rapports entre les voies de recours dirigées contre les sentences arbitrales et finalement le caractère d'ordre public des voies de recours. Parce que dans les arrêts Putrabali et Ilmarton, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que la sentence annulée, notamment en Suisse dans l'arrêt Ilmarton, eh bien, peut néanmoins être exécutée en France. Autrement dit, on considère que le recours en annulation, ça reste une affaire purement interne à un ordre juridique étatique, mais que les autres États n'ont pas à se préoccuper de la question de savoir si dans un ordre juridique étatique, dans la principauté du Liechtenstein, on a annulé la sentence. En France, on pourra donner pleine exécution à cette sentence si elle n'est pas contraire à l'ordre public international français. Et alors, finalement, on se dit, mais ce recours en annulation, à quoi sert-il? Il n'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est l'appel contre l'ordonnance d'exéquatur. C'est ce qui va permettre aux juges français de refuser de donner des effets en France à une sentence arbitrale, qu'elle ait été rendue en France ou qu'elle ait été rendue à l'étranger, parce que ces effets, principalement, heurtent les principes fondamentaux de l'ordre juridique français. Mais finalement, que la sentence a été annulée ailleurs, peu importe. De toute façon, le juge français garde le contrôle. Il pourra toujours soit donner effet à une sentence qui a été annulée à l'étranger, soit au contraire refuser de donner des effets à une sentence dont le recours en annulation a été rejeté à l'étranger. Donc finalement, ce recours en annulation, on le traîne comme un boulet, il ne sert pas à grand-chose, et parce que sans doute le législateur français, l'autorité réglementaire française a été trop timide, au lieu de supprimer purement et simplement le recours en annulation, finalement elle a choisi une demi-mesure qui était de permettre aux parties d'y renoncer. C'est en fait ça l'idée. Moi j'ai participé aux travaux préparatoires du Code de procédure civile,
en 2011. On a longtemps discuté à un moment donné, et moi j'étais pour. J'ai dit, on va supprimer le recours en annulation, il ne sert à rien. Depuis Putra-Bali, il ne sert à rien. Et on garde, en revanche, bien sûr, l'appel contre l'ordonnance d'exéquatur dès l'instant qu'on veut faire exécuter en France une sentence. Et puis quand le projet est parti à la chancellerie, les magistrats qui ont été chargés de rédiger le projet se sont arrachés les cheveux en disant jamais ça passera, hein, on va nous reprocher de brader finalement l'ordre public international français alors que c'était faux. Parce que le recours en annulation, d'abord, n'est ouvert que contre les sentences rendues en France, et ça ne sert à rien, parce qu'à ce moment-là, on va récupérer, même si on supprime le recours en annulation, on récupérera, au niveau de l'exécution, le contrôle de l'ordre public international. Voilà. Donc c'était ça, c'est ça qui a changé complètement les choses, et on a maintenant, effectivement, cet article 1522, moi que je considère comme une demi-mesure. Hein, par convention spéciale, les parties peuvent à tout moment renoncer expressément au recours en annulation. Alors, et on précise quand même très clairement que ça n'exclut pas l'appel contre l'ordonnance d'exéquatur. Donc c'était bien l'idée que développait Philippe Fouchard, d'ailleurs, dans les années 80, c'est lui qui avait lancé cette idée, que finalement, le recours en annulation était non seulement inutile, mais dans le système de la Convention de New York, nuisible. Parce que le juge de la principauté de Paragon pouvait annuler la sentence qui était rendue sur son territoire et ça la rendait nulle dans tous les pays du monde. Ce qui était quand même exorbitant. C'est pour ça que la Cour de cassation a décidé dans les arrêts Putra-Bali et Macton de ne pas tenir compte de l'annulation. Elle avait le droit de le faire parce que la disposition était plus favorable à l'exécution de la sentence arbitrale, même si elle était contraire à la Convention de New York, et l'article 7 de la Convention de New York permet justement aux États de déroger à son contenu si c'est plus favorable à l'exécution de la sentence arbitrale. Voilà. Donc là, on était, à mon avis, on est dans la logique du droit français. Alors, je considère bien sûr que cette logique n'est pas forcément celle de tous les pays étrangers, et que sur ce point, on est assez isolé finalement en France. Beaucoup de pays considèrent que le recours en annulation est absolument nécessaire pour purger, dès le prononcé de la sentence, l'ordre juridique du siège d'une sentence qui contrarie ces principes fondamentaux. Voilà. Mais c'est comme ça qu'on peut expliquer 1582. Ensuite, eh bien, il y a des règles qui ont été posées, vous les avez rappelées, et des questions que posent ces règles, évidemment, et je vais revenir un tout petit peu là-dessus. Donc il faut qu'il y ait une renonciation expresse. Alors ça pose des problèmes, ça commence à en poser. Qu'est-ce qu'on appelle une renonciation expresse? Alors on a un arrêt récent de la Cour d'appel de Paris du 3 avril 1914 qui énonce que pour qu'elle soit expresse... 2014, pardon, oui. Décidément, moi aussi je suis fâché avec les dates. 3 avril 2014, la renonciation doit viser expressément le recours en annulation et ne pas résulter d'une clause générale. Par exemple, une clause qui dirait qu'on renonce à tout recours ou au recours ouvert contre la sentence. Il faut préciser, c'est du formalisme, qu'on renonce au recours en annulation. Alors, j'avoue que je suis un petit peu perplexe. Je ne vois pas tellement l'utilité de ce formalisme dès lors que, de toute façon, depuis 2011, il n'y a plus d'appel ouvert contre la sentence. Alors, on verra qu'on pourra, par une clause expresse, le réintroduire. Mais ça, c'est votre deuxième partie, j'y reviendrai après. Voilà, donc je trouve que ce formalisme me semble excessif. Alors, la renonciation partielle, ça c'est un beau sujet, vous avez tout à fait eu raison de l'aborder. Moi, je ne suis pas certain qu'on ne pourrait pas juger que les parties peuvent renoncer partiellement à certains griefs, tout en gardant ouvert le recours en annulation. Et vous avez donné la bonne raison, qui peut le plus, le moins. Moi, j'admettrais parfaitement que la Cour d'appel de Paris permette ce type de clause en invoquant simplement cet argument élémentaire de droit, c'est que si on a le droit de supprimer le recours, on peut le garder en l'amputant aussi de certains griefs. Voilà. Moi, je pense que ce n'est pas forcément impossible en droit français. Et le jour où ça se produira, je pense que la Cour d'appel de Paris jugera que la clause est valable, à mon avis. En tout cas, je suis prêt à faire une consultation pour le dire. Voilà, sur ce point. Alors, effectivement, si on peut renoncer à certains griefs, peut-être qu'il faudrait canaliser les griefs auxquels on peut renoncer. Alors, c'est vrai que dans
les chefs d'annulation des sentences, il y a des griefs d'intérêt privé et des griefs d'intérêt public. Mais bon, dans la mesure où on supprime le recours, j'allais dire, on n'a plus besoin de faire le tri, hein, puisque de toute façon, l'ordre public international sera préservé par l'exéquatur. Donc on pourrait très bien ne pas faire de tri et dire aux parties, eh bien, conservez les griefs que vous voulez. Voilà. Moi, il y a des griefs qu'on pourrait écarter, notamment le non-respect par les arbitres de leur mission. On arrive maintenant à des solutions absolument exécrables, hein, en permettant à la Cour d'appel, annulant des sentences, simplement, par exemple, parce que le délai de l'arbitrage est dépassé de 24 heures, en disant, ben, les arbitres avaient 30 jours pour rendre leur sentence, ils ont mis 31 jours pour le faire, on annule. Moi, personnellement, j'aimerais bien renoncer à ce grief, par exemple. Parce qu'on ne voit pas pourquoi on annulerait la sentence, parce qu'il y a 24 heures de retard dans son rendu, ça n'a pas de sens. Voilà. Alors peut-on, et là je commence à aborder vos questions, mais je reviendrai sur le fond de votre exposé, peut-on renoncer dans le cadre d'une procédure de reconnaissance? Ma réponse est non. En droit français en tout cas. Parce que justement, si on peut renoncer au recours en annulation, c'est parce qu'on ne peut pas renoncer, hein, à l'appel contre l'ordonnance d'exéquatur. C'est le seul moyen de préserver le respect des principes fondamentaux de l'ordre juridique français, lorsque l'ordre juridique français est intéressé, lorsque la sentence doit être exécutée en France. Alors là, on a le droit de contrôler. En revanche, et là on voit bien aussi l'infirmité du recours en annulation, à quoi ça sert de contrôler une sentence qui ne produira pas d'effet sur le territoire français? Franchement, c'est seulement lorsqu'elle revient devant le juge de l'exéquatur qu'il faut la contrôler. Si elle est destinée à produire des effets dans l'île de Vanuatu, eh bien que le juge de Vanuatu se débrouille avec cette sentence et il verra s'il peut lui donner force exécutoire ou pas lui donner force exécutoire. Voilà. Ça, je réponds à votre question sur ce point très précis. La renonciation et le procès équitable, ça c'est une belle question aussi, hein. Je suis content que le tribunal fédéral suisse ait jugé comme il a jugé et que la Cour de justice des droits de l'homme, oui c'est ça, a également jugé comme elle l'a entendu, parce que je pense qu'il n'y a pas d'atteinte au procès équitable. Alors il y a quand même un point qui me préoccupe, ça serait si la sentence avait été rendue en violation des garanties fondamentales de la procédure, hein, et qu'on ne puisse pas ensuite la remettre en cause dans le cadre d'un recours en annulation. Mais si on peut la remettre en cause au niveau de l'exécution, j'allais dire le débat est clos. Voilà, hein, c'est pour ça que je pense que ces décisions suisses et internationales sont fondées. Alors, il y a d'autres questions que je me suis posées, moi, depuis. Et notamment, peut-on avoir une renonciation dissymétrique, dans laquelle une seule partie renoncerait au recours en annulation, alors que l'autre ne renoncerait pas au recours en annulation? Ça, ce n'est pas prévu par les textes. Après tout, c'est concevable. On peut imaginer qu'une partie accepte une renonciation aux voies de recours, alors que l'autre n'en veut pas. Alors, c'est vrai que le texte dit convention, mais on peut avoir une convention avec une renonciation unilatérale. Donc, le problème n'est pas résolu, hein. Je ne vois pas pourquoi il faudrait nécessairement que ça soit asymétrique. Je pense que symétrique, pardon. Si c'était dissymétrique ou asymétrique, je ne vois pas en quoi ça pourrait gêner les principes fondamentaux. Voilà, ça c'est une question qui n'est pas tranchée, qui peut-être viendra devant nos juges, parce qu'on s'aperçoit par exemple que des banquiers pourraient imposer à des parties une clause dans laquelle la partie renonce à des voies de recours, alors que le banquier garderait la possibilité, hein, de voies de recours. Ils sont bons, les banquiers, pour ça, donc pour créer des déséquilibres contractuels de ce type. Voilà, hein, ça c'est une question qui est belle, hein, belle à résoudre. Alors maintenant, est-ce qu'on peut aggraver le contrôle? Ça, c'est une belle question aussi. Alors, on peut actuellement en droit français le faire, hein. L'appel n'est pas prévu par les textes, mais rien n'interdit aux parties de prévoir une procédure d'appel contre la sentence. Hein, je vous lis l'article 1489. On est en droit interne, hein, on n'est pas en arbitrage international. La sentence n'est pas susceptible d'appel, sauf accord contraire des parties. Donc là, on aggrave le contrôle. Et comment? Puisqu'on permet au juge de réviser la sentence. Mais c'est une règle applicable au seul arbitrage interne. En revanche, je doute que la règle puisse être transposée dans l'arbitrage international, pour deux raisons. Une raison textuelle,
dans les dispositions relatives à l'arbitrage international, on ne dit rien là-dessus, premièrement. D'autre part, de plus en plus, la Cour de cassation semble juger que le principe de non-révision des sentences est un principe d'ordre public international. Autrement dit, dans l'arbitrage, par hypothèse, on contrarie l'essence de l'arbitrage dès l'instant qu'on permet au juge de réviser la décision de l'arbitre. C'est simplement un contrôle de la légalité, le contrôle de la sentence. Ce n'est pas un contrôle du fond du litige et du jugement porté sur le fond du litige. Donc je ne pense pas qu'on puisse étendre à l'appel par une clause expresse dans l'arbitrage international. D'ailleurs, on a une décision en la matière, c'est la décision que vous avez citée tout à l'heure du 6 avril 1994, c'est ça, voilà, qui nous dit justement que cette clause est contraire à l'ordre public procédural, parce qu'on ne peut pas, dans l'arbitrage international, modifier l'ordonnancement des voies de recours. Alors c'est très hypocrite, on peut le faire dans l'arbitrage interne, on ne peut pas le faire dans l'arbitrage international. Je concède qu'il y a effectivement une certaine contradiction en la matière. Alors peut-on élargir les griefs? Là aussi, on a dit que ce n'était pas possible. Contrairement, c'est contraire à l'ordre public international. Alors ça dépend. Moi, là, je suis plus réservé ou plus modéré. On pourrait peut-être admettre que certains griefs qui ne figurent pas dans les griefs énumérés par la loi puissent être prévus par les parties. Alors c'est vrai qu'on dicte au juge sa conduite, mais bon. Alors l'ordre public, de toute façon, moi je pense qu'il faudrait permettre, dans tous les cas, au juge de contrôler l'ordre public si les parties le demandent. Mais les parties ne le demanderont pas, enfin, je pense pas. Ça ne les intéresse pas, l'ordre public, les parties. C'est le juge qui est intéressé par l'ordre public. Voilà. Alors, quelques réponses maintenant, pour ne pas occuper tout le temps, quelques réponses à certaines questions. Alors, c'est des réponses parfois dubitatives. Pourquoi le droit suisse réserve l'hypothèse où l'une des parties est suisse ou est domiciliée en Suisse et dit dans ce cas-là, vous ne pouvez pas renoncer. Moi, je vais vous répondre très cyniquement, c'est une raison commerciale. Quand ça n'intéresse pas l'ordre juridique suisse, alors pour attirer les arbitrages en Suisse, faire travailler les cabinets d'avocats suisses et les arbitres suisses, on est prêt à toutes les concessions. Et donc, on permet aux parties de renoncer au recours en annulation. Alors, en revanche, quand ça peut, d'une façon ou d'une autre, intéresser la Suisse, là, attention. Une partie suisse, une partie domiciliée en Suisse. Non, non, non. Là, il faut préserver les institutions suisses, dont chacun sait qu'elles sont excellentes, et donc ne pas permettre la renonciation au recours. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'analyse la situation. Mais il y a peut-être d'autres raisons, mais il n'y a que des Suisses qui pourraient répondre plus complètement à cette question. Voilà. Le point que je n'ai pas abordé, c'est-à-dire de savoir si on peut renoncer au contrôle au moment de la reconnaissance de l'exéquatur de la sentence. Moi, je partage les mêmes hésitations, mais après tout, s'il s'agit de cas d'ouverture qui sont vraiment dans l'intérêt privé, par exemple, la validité d'une clause d'arbitrage ou le principe du contradictoire, les parties peuvent y renoncer tout au long de la procédure d'arbitrage. Donc pourquoi pas en avance dans une clause d'arbitrage pour dire on va limiter le contrôle du juge étatique au moment de la reconnaissance et de l'exéquatur d'une sentence à la violation d'ordre public et l'inarbitrabilité. Sur le contradictoire, je vous suis assez, parce que c'est vrai qu'on peut y renoncer en cours d'instance. Vraiment, c'est un bon argument. Oui. Il y a toute une série de cas d'ouverture d'annulation qui doivent être soulevés devant le tribunal arbitral si on veut pouvoir après les soulever devant le juge de l'annulation. Et donc, si on ne le fait pas pendant la procédure arbitrale, on y renonce. Tout à fait. C'est vrai. Est-ce qu'à ce stade, il n'y a pas une question de conformité avec la Convention européenne des droits de l'homme? Parce que si on est au stade de l'exéquatur, il y a la question de l'exécution forcée, donc concours de la force publique, donc l'État contribue. Et est-ce que l'État n'est pas responsable, lui, au regard des exigences de la CEDH? Et quand on prend l'arrêt Pellegrini et l'obligation de ne pas reconnaître un jugement étranger rendu en violation des règles sur le procès équitable, est-ce que ça ne signifie pas aussi au stade de l'exécution que l'État doit refuser de prêter son concours à l'exécution d'une sentence
contraire aux principes fondamentaux garantis par la CEDH. Moi, je vois un problème du point de vue de la responsabilité internationale de l'État au regard de la CEDH qui me paraît important. En tout cas. Mais la réponse est celle de Sébastien Manifeste. Oui, mais est-ce que ce n'est pas justement ces règles qui permettent de renoncer à une violation des principes fondamentaux qui n'est pas contraire à l'article 6 On peut déplacer la contrariété en amont, quoi. Mais est-ce que la Cour a été saisie de la question? Est-ce que la Cour a eu l'opportunité de statuer sur la CEDH? La différence tient peut-être, et c'est un peu le droit allemand qui se base là-dessus, c'est de savoir si la renonciation est en avant, en amont, sans savoir en fait quel sera le problème du principe du contradictoire. Donc est-ce qu'on peut en amont donner un chèque blanc en disant je ne vais jamais invoquer le grief du principe du contradictoire. Oui. C'est peut-être un peu différent. En cours d'instance, elles arrivent une fois que le grief peut être invoqué. Je sais le problème qu'il y a eu. Évidemment, je n'ai peut-être pas eu tout à fait le même temps pour mes mémoires, ou peut-être il y a eu un problème d'égalité des parties, mais bon, j'y renonce. Mais je sais à quoi je renonce concrètement. Donc il y a quand même peut-être une différence. Oui, il y a une différence. Oui. Donc ça voudrait dire que c'est la clause anticipée qui serait nulle, alors que pour l'exéquatur, hein, alors que la possibilité de renoncer a posteriori serait valable. Oui. Moi, je suis assez d'accord avec vous. Et là, si je peux peut-être rebondir aussi sur certaines de ces... j'ai essayé de prendre des notes, tout ça, c'est très, très intéressant. La demi-mesure, comme vous l'appelez, 1522, je suis totalement d'accord, ça aurait été beaucoup plus logique et plus honnête de supprimer le recours d'annulation d'un point de vue français. Je me demande juste si, dans ce cas-là, on aurait eu encore beaucoup d'arbitrages choisis avec un siège en France. La question est intéressante. On aurait pu peut-être en avoir plus parce que les parties seraient contentes de renoncer. Après tout, il faut une volonté de renoncer. Hein. Donc, je ne suis pas sûr que ça dissuade les parties de siéger en France, dès l'instant qu'on les force... Ah oui, dans l'hypothèse, on aurait supprimé le recours en annulation. Ouais. Alors c'est vrai que le recours en annulation est un merveilleux outil dilatoire, mais plus maintenant, parce que depuis que maintenant, c'est plus suspensif depuis 2011, hein, le recours en annulation. Donc se battre pour un recours en annulation qui n'est pas suspensif, c'est pas très intéressant finalement. C'était intéressant quand on pouvait retarder l'exécution pendant des années grâce au recours en annulation. D'ailleurs, le nombre de recours en annulation est en train de chuter considérablement devant la Cour d'appel de Paris. La raison pour laquelle je pose cette question, c'est parce que quand les Belges ont supprimé le recours en annulation, plus personne n'est venu n'est venu en Belgique faire de l'arbitrage. Et puis si on regarde finalement la jurisprudence suisse, c'est très rare que les parties renoncent vraiment au recours d'annulation. C'est rare. Mais en France aussi. Hein. Et en France aussi, depuis. On a un seul exemple porté devant le juge jusqu'à présent. Alors, ça prouve que les parties veulent un recours en annulation, c'est vrai. Alors on aurait pu le supprimer, mais en permettant aux parties de le demander. Oui, oui, oui. Bon. Il y a quand même une hypothèse dans laquelle le recours en annulation conserve une utilité, parce que c'est vrai que de façon générale, moi je suis aussi, je le trouve inutile. Inutile, sauf si la sentence rendue est une sentence qui rejette toutes les demandes qui ont été présentées. Et que du coup, il n'y a plus de possibilité, il n'y a rien à faire exécuter, donc on n'ira jamais demander l'exéquatur. Et la sentence qui rejette toutes les demandes peut violer l'ordre public, par exemple. Et ça, c'est quand même l'hypothèse limite qui fait que dans ce cas-là, le recours en annulation conserve une utilité. Mais ça, on pourrait le prévoir en disant on peut faire une déclaration négative de non-reconnaissance ou de non-exécution d'une sentence du demandeur qui a été débouté entièrement de ses demandes, sans nécessairement avoir un recours en annulation. C'est vrai, dans ce cas-là, on est un peu gêné. Hein. Et c'est une hypothèse, je crois, qui est en train de se produire, d'après ce que j'ai compris des déclarations d'un avocat parisien récemment. On est en présence d'une sentence qui avait tout rejeté. Les parties avaient renoncé au recours en annulation. Et donc, du coup, quel est l'intérêt de faire présenter à l'exéquature cette sentence
Oui, ou alors il faudrait admettre qu'on puisse présenter une sentence à l'exéquatur pour ensuite faire un appel derrière, ce qui est quand même un petit peu acrobatique. Ça a été accepté à un moment donné en dehors du droit de l'arbitrage, si mes souvenirs sont bons. De présenter une sentence devant le juge de l'exéquatur pour après la contester, pouvoir la contester. Il faut introduire un jugement. Un recours devant les juges étatiques français, où l'autre partie va dire il y a la sentence, et à ce moment-là, il y aura le débat sur l'autorité de la chose jugée, et donc le contrôle. Oui. Enfin, oui, c'est ce que je ferais. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une situation où on n'est pas totalement... J'aimerais bien poser une question de compréhension, parce que comme je ne suis pas spécialiste d'arbitrage, pour bien mesurer l'ampleur. Donc, j'ai bien retenu donc, cette équivalence entre le recours en annulation et le recours contre l'ordonnance d'exéquatur. En droit français, ce sont les mêmes. Et ma question, elle est double. Donc, en droit français, j'ai vu que c'est les mêmes motifs qui peuvent être invoqués. Ma question est, est-ce que l'intensité du contrôle est également identique en France? Et après, en droit comparé, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'en droit comparé, on a aussi toujours cette équivalence, qu'on retrouve les mêmes motifs dans les deux recours? Parce qu'évidemment, si on a cette équivalence du point de vue français, mais pas ailleurs, la question mérite quand même plus de réflexion. Ce n'est pas toujours le cas. C'est le cas dans tous les pays qui suivent la loi modèle Knudsi, où là, il y a la même équivalence entre les recours en annulation et les recours de non-reconnaissance et d'exéquatur. Mais ce n'est pas nécessairement le cas, par exemple, en droit anglais. C'est différent. Et en droit américain, il y a des vraies questions. S'il y a ce genre d'équivalence. Donc, le pouvoir de contrôle du juge est plus large dans le cadre du recours en annulation que contre l'exéquatur, c'est ça? Je pense qu'en général, oui. Au recours en annulation, on se retrouve avec un contrôle limité au stade de l'exéquatur. Oui, mais en fait, pour tous les pays autres que la France, la différence n'est pas tellement sur les cas d'ouverture, mais sur les effets d'un jugement de non-reconnaissance ou d'un jugement d'annulation. Un jugement de non-reconnaissance a priori que des effets dans le pays, alors que le jugement d'annulation, a priori, peut avoir... C'est un effet erga omnes. La sentence n'existe plus dans tous les pays du monde, ce qui est scandaleux, enfin vraiment. Non, mais ça n'a pas de sens. Ça donne une importance démesurée au siège de la Cour. Ah oui. Mais ça ne veut pas non plus dire que dès qu'il y a un jugement d'annulation, la sentence est automatiquement caduque et qu'elle ne pourra pas être reconnue et exéquatuée ailleurs. Il y a beaucoup de pays où c'est nuancé. Notamment dans les pays de common law, effectivement. Dans la plupart des pays. Aux États-Unis, en Angleterre, c'est quand même beaucoup plus nuancé. Et où on regarde les principes de droit international privé, de savoir si le jugement d'annulation étranger peut être reconnu selon les principes de droit international privé de reconnaissance des jugements étrangers. C'est le cas en Hollande, aux Pays-Bas, c'est le cas dans beaucoup de pays. Mais en même temps, ce n'est pas très lisible, quoi, pour l'usager de l'arbitrage qui se demande ensuite qu'est-ce qui va arriver. Ma sentence a été annulée, mais alors on pourra peut-être quand même l'exécuter. Alors, voilà, c'est pas clair. Hein. Ouais. Ça peut dépendre aussi du cas d'ouverture de l'annulation. Si c'est une annulation sur un principe de violation d'ordre public qui est vraiment très lié aux conceptions du pays où l'annulation a eu lieu, à ce moment-là, on peut dire non, moi je peux toujours l'exécuter parce que moi je ne partage pas cette conception de l'ordre public. En revanche, si c'est quelque chose en application d'un principe qui est bien reconnu partout, et que, par exemple, il n'y a pas eu de clause d'arbitrage valable, à ce moment-là, on peut dire, bon, cette annulation dans le pays d'origine est parfaitement valable, donc je suis. Je vous donne un exemple connu. Il y a une sentence qui a été annulée au Qatar parce qu'il y avait une femme dans le tribunal arbitral. Alors, si on suit la Convention de New York, pour cette raison, cette sentence ne peut produire aucun effet. En France et dans tous les pays laïcs. Et dans tous les pays qui reconnaissent l'égalité entre l'homme et la femme. Alors c'est vrai que la solution anglaise ou code de common law qui est de dire voyons un petit peu pourquoi on a annulé la sentence et réagissons en conséquence, c'est pragmatique. Hein. C'est pragmatique. Moi, je
suis dogmatique comme tous les juristes français, j'aime bien que les choses soient claires dès le départ. Il y a peut-être une différence linguistique, en fait. Dans la version française de la Convention de New York, on a l'impression, en fait, que c'est relativement automatique. Dès que la sentence est annulée, on va avoir un refus d'exéquatur ou de reconnaissance ou d'exécution. C'est un cas de refus d'exéquatur. Alors que dans la version anglaise, c'est pas du tout le cas. La version anglaise dit, s'il y a une annulation, on peut reconnaître, on peut refuser l'exéquatur ou la reconnaissance. Mais c'est clairement permissif, permissive language, comme disent les Anglais. Donc on a clairement le choix, en présence d'une sentence annulée, soit de la reconnaître, soit de ne pas la reconnaître. Donc il y a peut-être vraiment une différence. Il y a un problème de traduction. Quelle est la version qui fait foi? Les deux. Les deux, c'est ça le problème. Non, mais c'est un vrai problème. Oui. Moi, je dirais que l'habilité anglaise a été de trouver une formule qui permettrait au droit anglais d'être libre. Sans doute ça. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, les étudiants peut-être ont des questions. On est un peu dans nos discussions. Peut-être juste une question par rapport au fait qu'une sentence rejette toutes les demandes. Et je me demandais, vous avez dit que c'était possible que les parties conviennent qu'un appel de la sentence intervienne plus tard. Est-ce que dans le cas de la suppression du recours en annulation, si les sentences avaient fait cette clause, à ce moment-là, il y aurait quand même un contrôle? Non, parce que l'appel n'est permis que en matière interne. Ah, d'accord. En droit français, en matière internationale, il n'y a pas d'appel possible. Et la Cour de cassation a jugé que toute clause contraire serait nulle. Voilà. Donc, et en droit interne, il n'y a pas de renonciation au recours en annulation. Il faut bien, en droit français, cerner le domaine du recours de la renonciation, c'est seulement dans l'arbitrage international. L'arbitrage qui met en jeu les intérêts du commerce international, nous dit le Code de procédure civile. Mais en droit interne, on ne peut pas renoncer au recours en annulation. Voilà. Alors, la Cour de cassation pourra être confrontée un jour, saisie d'un arbitrage qui aura donné lieu à un appel sur le fondement d'un traité, par exemple en matière d'investissement qui le permet, puisque ça a été un des remèdes proposés pour améliorer l'arbitrage d'investissement, permettre l'appel des sentences. Et si le siège de cet arbitrage, ou d'ailleurs il faudrait se poser la question quel est le siège, est-ce que c'est le siège du tribunal arbitral initial ou le siège de l'organe d'appel, mais toujours est-il que si une juridiction française, cour d'appel ou cour de cassation est saisie, là ils seront confrontés au mécanisme d'appel dans un... Oui, mais alors la Cour de cassation s'en sort dans ces cas-là en disant que, en fait, dans ce cas-là, la juridiction, la sentence du premier degré n'est pas une sentence. Quand il y a un appel devant un nouveau tribunal arbitral, c'est permis. On peut très bien prévoir une clause compromissoire qui prévoit qu'il y aura un premier tribunal arbitral qui jugera au premier degré, puis qu'un appel sera possible devant un deuxième tribunal arbitral. Mais dans ce cas-là, la Cour de cassation en France juge que, en réalité, cette première sentence n'est pas une sentence arbitrale. La seule sentence qui existe, c'est la seconde. Donc on n'est pas... On court-circuite le débat, en fait. Voilà. C'est pour revenir à l'argument que vous avez donné, que dès qu'il y a une véritable révision au fond, c'est contraire à la définition même de l'arbitrage. Ça, c'est de plus en plus affirmé par nos juridictions. Oui. C'est intéressant parce que c'était le fondement de la jurisprudence allemande avant le revirement de 2007. Donc avant, ils disaient on ne peut pas étendre le contrôle parce que ce serait contraire à la définition d'arbitrage. Une révision au fond, ce n'est pas possible. Et ils sont revenus là-dessus. J'avais une question à propos de ça. Dans ton article, tu expliques cet argument qu'on invoque notamment en France, qui est bien connu en droit international privé, qui consiste à dire que tout ce qui est défini, les pouvoirs du juge, relève de l'ex fourri, donc du droit étatique nécessairement, et ne peuvent pas être aménagés par les parties en ce sens où le juge, en tant qu'autorité publique, instrumente en vertu de sa propre loi. Et pour cette raison, c'est peut-être là la raison qui pourrait expliquer pourquoi pas de renonciation partielle, pourquoi pas augmenter et moduler. Du coup, en droit non, comment est-ce que c'est organisé exactement? Donc les parties peuvent étendre le contrôle. Est-ce que c'est, tu évoques dans ton article la possibilité d'ajouter un contrôle qui existe en droit interne, des choses canalisées que le juge sait faire et qui fait par ailleurs, ou est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose sur mesure et du coup le juge instrumente
sur le fondement de la volonté des parties, ce qui est quand même pas évident. Alors, je ne sais pas exactement comment cette jurisprudence allemande est interprétée. Je pense, à ma connaissance, il n'y a pas eu de cas où les parties ont totalement inventé un cas absolument absurde de révision. Ce que je sais en revanche, c'est que le droit suisse autorise aussi une extension du contrôle, mais seulement en utilisant des mécanismes préétablis. Par exemple, en disant la sentence internationale, on va la soumettre au contrôle des sentences internes qui est plus étendue. Et donc, du coup, le juge ne va pas devoir faire quelque chose qu'il ne connaît pas, mais il fait quelque chose qu'il connaît, mais pour une sentence interne. Et ça, je trouve, en réalité, pas très... Ça, pourquoi pas? Oui, alors ça, c'est dû à la conception suisse de l'arbitrage aussi. Du moment que le siège est la Suisse, en réalité, c'est un arbitrage suisse en plus. Hein. Alors, c'est vrai que la LDIP donne une définition qui est d'ailleurs très mauvaise de l'arbitrage international, mais c'est pour cette raison. C'est qu'ils ont une conception du siège qui est absolument impérialiste. Du moment que c'est en Suisse, c'est suisse. Voilà. Donc, il n'y a pas lieu vraiment de distinguer l'interne et l'international. Et c'est pareil en Allemagne. Et toi, tu en penses quoi, Eric? Tu penses qu'on devrait permettre aux parties d'aménager comme ça, en ce sens, en étendant le contrôle, mais sur mesure ou... Moi, ça ne me gênerait pas spécialement, parce que ça ne porte préjudice à personne, en réalité. Et non, mais du point de vue de cet argument qui consiste à dire que le juge, en tant qu'autorité publique, obéit à sa loi et n'est pas... Mais quand on trouve dans la loi du juge des exemples où la volonté des parties peut moduler les voies de recours... on peut aller encore... Oui, alors il faut qu'il y ait un texte, bien sûr. Je ne vois pas un juge inventer ça tout seul, mais dès l'instant qu'on permet aux parties de renoncer au recours en annulation, on devrait lui permettre, moi je suis assez d'accord, de moduler les griefs quand il y en a un. Mais en choisissant certains griefs connus dans les régimes... À condition que ça ne soit pas une révision. À condition que ça ne soit pas une révision. Alors... J'ai beau réfléchir, j'en trouve pas beaucoup, hein, à condition que ce ne soit pas la révision du fond. Il ne reste plus grand-chose. Parce qu'on a déjà un droit qui est très ouvert en droit français. La violation de la mission par l'arbitre, c'est une... Heureusement que la Cour de cassation et la Cour d'appel de Paris ont tenté de limiter cette boîte de Pandore. Ça permet de contester des sentences pour plein de raisons. Et une révision du fond, elle, sera... Par contre... La raison pour laquelle on ne peut pas le faire, c'est parce que ça touche à la définition de l'arbitrage. Oui, c'est contraire à l'essence de l'arbitrage, et c'est surtout contraire à l'idée que la justice arbitrale est totalement indépendante sur le fond de la justice étatique. C'est-à-dire que le juge étatique n'a pas à mettre son nez dans la manière dont les arbitres ont jugé. Voilà. Autrement, ça n'a plus d'intérêt, quoi. On fait de l'arbitrage un premier degré de juridiction d'un ordre juridique étatique. Le contre-exemple, qui n'est pas nécessairement ce que je soutiens, mais le contre-exemple est autonomie de la volonté des parties. Oui. Si les parties le souhaitent, et c'est la base de l'arbitrage, l'autonomie de la volonté. Mais alors là, c'est vrai que le droit anglais, à un moment donné, admettait parfaitement l'immixtion du juge dans les solutions au fond, du temps de ce qu'on appelait le special case, etc. Bon, ils ont quand même supprimé ça, en matière internationale en tout cas. Moi, quand j'ai écrit ma thèse, c'était il y a longtemps, dans les années 70, quand j'ai écrit sur le droit anglais, le juge anglais pouvait... on pouvait lui porter toute question de droit qui faisait partie du litige soumis aux arbitres. C'était quand même extraordinaire. Et faire juger par le juge la question de droit, laquelle ensuite, le jugement s'imposait au tribunal arbitral. C'était un drôle de système, oui. Et aujourd'hui encore, c'est possible en matière interne, je pense. Et en matière internationale, on peut avoir, au moment du contrôle étatique, on peut avoir un contrôle sur le droit. Il faut le prévoir, non? Même si on ne dit rien, c'est le cas. Ouais. Sauf que tout choix d'un règlement d'arbitrage, CCI, LCA, etc., en fait, est interprété comme une renonciation à cette possibilité-là. Donc, en fait, il n'y a quasi jamais cette possibilité qui est dans l'article Section 69, où, en fait, il y a une révision sur les principes de oui, mais ça, c'était dû aussi à la conception anglaise qui faisait de l'arbitre un juge intégré dans le système judiciaire anglais. Hein. Ce qui n'était pas faux, d'ailleurs, en droit interne.
En droit anglais, il y a beaucoup de juridictions qui sont des juridictions quasiment privées, contrôlées par le juge, par la cour d'appel après. Et on revient un peu à notre discussion d'il y a quelques jours, c'est que les Anglais sont convaincus que leur jurisprudence étatique et leurs tribunaux et leurs juridictions étatiques sont les meilleurs du monde. Et les tribunaux arbitraux, bon, ça va, mais il n'y a pas mieux que la High Court. C'est l'arbitre anglais qui doit appliquer la loi d'un pays civilisé et qui conclut qu'effectivement, ça ne peut être que le droit anglais, quoi. La sentence Lord Atquist of Bristol dans les années de 1950, oui. J'avais une question mais ponctuelle sur cette fameuse clause de renonciation qui était dans ce contrat entre la partie tunisienne et la partie française. Et j'ai quand même été surpris de l'interprétation parce que, à la lecture, moi j'ai compris que c'était une renonciation à l'appel, appeal, et ce n'est pas simplement une renonciation au contrôle, parce que le contrôle c'est review of the arbitral award. Donc j'ai été étonné qu'ils ne disent pas ils ont renoncé à l'appel, mais pas forcément au recours. Oui. Oui. C'est ce qu'on aurait dit en France, à mon avis. Hein. En France, on aurait jugé cela, oui. Bah oui, parce que le terme, alors à moins que... Alors en Suisse... Je maîtrise moins bien l'anglais que toi, évidemment, mais le terme appeal, pour moi, c'est quand même... On fait bien la différence aussi entre review of the arbitral award. Enfin, review, c'est général, mais appeal, c'est plus... Alors, je partage entièrement ces hésitations. Le tribunal fédéral a quand même pris un peu de soin d'expliquer pourquoi. Je ne suis pas entièrement convaincue que c'est très juste ou convaincant, parce qu'ils disent que le terme appeal est utilisé non pas comme un substantif avec la préposition of, qui n'y figure pas, mais comme un verbe transitif direct, après... Désolée, hein, c'est toi qui as posé la question. Après la préposition to, right to appeal. Donc, ce n'est pas right of appeal, qui serait un appel, mais le droit de faire appel ou de faire un recours. Ouais. Et voilà. Alors ça, ce qu'on peut quand même noter, c'est peut-être le danger pour les non-natives de rédiger, parce qu'on c'est deux parties qui maîtrisent peut-être pas très bien l'anglais. On voit ça aussi dans des contrats du commerce international rédigés par des non-anglais, mais en anglais. On trouve quand même des belles perles. Ça continue, hein, je ne vais pas vous faire le cours d'anglais vu par le tribunal fédéral, mais je trouve ça pas du tout convaincant. Et je suis d'accord avec toi qu'on aurait très bien pu éviter ce problème en disant annulment, set aside. Il y a tellement de mots en anglais qu'on peut utiliser pour précisément dire l'annulation est exclue et pas juste un recours. Le droit de faire recours. Peut-être la solution de la Cour de cassation disant qu'il faut que le recours à l'annulation soit explicite. Oui, c'est pas mal ça. Finalement. C'est pas mal. Oui, comme ça, on n'a pas d'ambiguïté. Peut-être qu'il y a encore d'autres questions côté des étudiants. Moi j'ai une petite question parce que je ne comprends pas pourquoi les parties elles voudraient un contrôle plus large du... Elles ne font pas confiance aux arbitres. C'est vrai que c'est pas très cohérent dans la démarche. Oui. C'est pas cohérent, mais c'est ça. Ouais. Mais ça arrive, c'est une demande en pratique? Moi, je n'ai jamais vu des demandes d'extension, jamais. Non, moi non plus, mais la seule chose que je dis, si les parties se mettent d'accord là-dessus, je trouve ça quand même un peu difficile de dire on prend la clause d'arbitrage, mais on ne prend pas le reste. Mais c'est une très bonne question. Si on me demande mon avis en tant que conseil d'une partie, je leur dis soit vous allez devant une juridiction étatique, et à ce moment-là, vous avez le contrôle full, ou vous allez devant un tribunal arbitral. Et vous prenez le risque d'une erreur. Voilà. En disant, moi j'ajouterais, mais les arbitres ne se trompent jamais, parce que ce sont d'excellents juristes, encore meilleurs que les juges étatiques. Je pense qu'il y avait une autre question. Donc même en Allemagne, depuis que c'est possible, il n'y a jamais eu d'extension du contrôle du juge.
je ne peux pas exclure qu'il n'y en ait jamais eu. À ma connaissance, il n'y avait pas de jurisprudence où l'extension était un peu fancy, un peu en mettant un cas d'ouverture extrêmement large. L'arrêt de 2007, où il y a eu le revirement de jurisprudence en Allemagne, c'était une révision au fond, complète. Et donc ça, c'est possible désormais en Allemagne. On peut dire, on va d'abord au tribunal arbitral, et puis par ailleurs, si une des parties prend la sentence et va devant un juge étatique, on recommence à zéro. Et donc dans cette affaire, la clause disait ça. Entre des parties était... Mais c'est incroyable du point de vue de l'intérêt des parties en termes de durée de la procédure, de coût, de recommencer la révision au fond après une procédure arbitrale. Mais alors, ça dépend aussi des milieux professionnels. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que dans certains milieux professionnels, les arbitres ne sont pas des juristes. Ah oui. Hein, notamment dans tous les arbitrages portant sur les produits, par exemple, de la terre, les arbitres sont des courtiers. Dans l'arbitrage des cotons, des pommes de terre, ce sont des courtiers. Ils n'ont aucune connaissance juridique. Donc là, on a quand même un risque majeur d'erreur. Et ces milieux-là, en général, militent pour qu'il y ait un appel. Alors, soit c'est un appel devant un deuxième tribunal arbitral dans lequel on prévoit nécessairement la présidence d'un juriste, dans certains centres d'arbitrage corporatif, ou alors c'est, et ça a été le cas en France pendant longtemps, c'est un appel devant la cour d'appel. Hein. Et moi, je me souviens, en 81, quand on a inversé les règles, c'est-à-dire que, pas en 81, en 2011, quand on a inversé les règles, avant 2011, c'était l'appel, mais on pouvait renoncer. Après, il n'y a plus d'appel, mais on peut le prévoir. Ces milieux professionnels ont réagi. Hein. Ils ont trouvé que c'était très dangereux pour leur arbitrage à eux, hein, qui sont faits par des gens qui n'ont aucune connaissance juridique. Ils sont compétents pour apprécier la qualité des pommes de terre, mais c'est tout. Et donc, dès l'instant que ça devient un peu juridique, ils sont mal à l'aise. Hein. C'est pour ça qu'il y a des centres d'arbitrage maintenant sur ces produits, comme à Paris, où, dans le règlement d'arbitrage, il faut un juriste, dans le tribunal arbitral, pour le règlement d'arbitrage. Le CIAP, par exemple, impose maintenant un président juriste, parce qu'il y a un vrai problème de compétence, là. Et c'est précisément dans ces cas de figure-là où on peut s'imaginer que les parties disent « Bon, on essaye l'arbitrage, ça se trouve qu'on va trouver une solution qui nous convient tous les deux. » Et c'était le cas dans l'affaire allemande. Si une des parties est mécontente, ils ont un mois de porter l'affaire devant les juridictions étatiques. Et donc, si le mois passe, la sentence devient définitive comme toute autre sentence. Mais je pense que c'est ça. Là, il y a peut-être des raisons raisonnables, je dirais, pour demander un contrôle au deuxième degré.